Hello, hello. Hello. Bienvenue chez nous. Non, bienvenue chez moi. Voilà. Je veux toujours le répéter, c'est important. Et on est très content de pouvoir vous retrouver. Voilà. C'est quand même une occasion un peu spéciale pour nous. Ouais. C'est quoi? Vas-y, tu leur dis. Bah, écoutez, maintenant, ça fait officiellement 1 an qu'on est de retour chez nous. Ouais, aujourd'hui, nous donne 1 an. Exactement, 1 an qu'on a posé nos valises et qu'on a embrassé cette aventure. Donc on commence à avoir un peu de recul. Et pour cette occasion, on s'est dit, ben... Il faut faire quelque chose de spécial. Ouais. En fait, on a des invités très spéciaux. Ça fait bizarre d'être assis à côté de toi, là. Pourquoi? Mais je sais pas. Tu sens la grandeur? Non. Mais tu aimes bien être loin, c'est ça? Non, on a des invités très spéciaux que vous connaissez sûrement. En partie, mais que vous allez découvrir aujourd'hui. Allez, on va pas donner les tags d'internet, les noms d'entreprises, sinon c'est trop facile. Je dirais Stéphane et Magali. voilà, qui sont avec nous. Donc, très content d'être avec vous. Très content d'être avec vous aussi. Bienvenue chez nous. On est très bien accueillis à ce que je vois, donc c'est cool. Et donc, bienvenue chez vous. Maintenant, on est chez nous. On va se mettre à l'aise. Oui, on va faire comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, on va explorer ensemble ce que signifie le fait de pouvoir entreprendre en revenant au pays. Exact. Avec ses défis et ses opportunités. Ouais, déjà dans cette première partie, ils comprendront, on va jamais tout vous donner d'un coup. C'est comme ça, on est comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a déjà à travers notre histoire relevé ce défi-là avec tous les défis qui vont avec. On a l'entourage qu'on connaît bien. Est-ce que vous travaillez? C'est un travail, ça l'est pas. Voilà, sans rentrer dans tous les défis qu'il y a avec et savoir qu'on fait quand même des milliers de kilomètres pour revenir. Donc c'était une chose d'y aller, c'est autre chose de revenir, mais ça va nous permettre de connaître votre histoire aussi. Ouais. C'est ça. Voilà. Et dans la deuxième partie, on va voir ensemble les différentes stratégies concrètes pour pouvoir réussir et les erreurs à éviter. Ouais, nous quand il base notre des billes. Voilà, l'idée c'est de sortir mieux qu'on est entré. Ouais. Voilà. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va vous laisser vous présenter. Voilà, qui êtes-vous? Racontez-nous un peu votre histoire, comment vous êtes rencontrés. Bon, moi je profite, je glisse. Voilà, comment vous êtes rencontrés, voilà. Honneur d'âme, comme on dit. Toi, t'aimes trop faire ça. Commence. Je savais que Je parle tout le temps sur Insta, sur les réseaux. Parle comme maintenant. je suis chez moi, on m'a dit que je suis chez moi. Mets-toi à l'aise. Comme dans mes stories Insta. Voilà, balance. Ok, moi c'est Magali. Je suis donc la compagne de Stéphane depuis 17 ans. Ouais, depuis 17 ans. ça date. Je suis prothésiste ondulaire. On a cofondé ensemble Business au pays. On a fondé une famille, puisqu'on est parents, de 2 enfants. Qu'est-ce que je peux dire encore sur moi? Ça fait 5 ans qu'on est de retour du coup en Guadeloupe. Ouais. On n'a jamais travaillé du coup depuis qu'on est On est rentré. Ouais. Bon alors on va plus détailler là-dessus. C'est vrai qu'en fait nous on est revenus et comme on entreprenait déjà, donc on a continué ce qu'on faisait déjà. Sauf Stéphane du coup qui a fait totalement quelque chose de différent. Ouais. Mais toujours dans l'entrepreneuriat et voilà. Voilà un petit résumé globalement. Ok, très intéressant. Donc vous êtes revenu déjà en tant qu'entrepreneur en 23 et Stéphane, toi tu es devenu entrepreneur en arrivant en Guadeloupe ou tu étais déjà avant? J'étais déjà avant mais je tâtonnais beaucoup. Donc ça veut dire que avant d'arriver ici, justement c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne les gens aujourd'hui avec mon associé. Sur justement la connaissance de soi. Donc moi j'ai cherché justement le business qui allait avec moi, mais je me connaissais pas encore. Donc parce que Magali, elle a fait le contraire. Elle se connaissait déjà beaucoup mieux que moi je me connaissais et elle a trouvé son truc et après ça fait des étincelles. Donc moi je cherchais encore. C'est bien. Ok. Alors sur cette super présentation Magali, est-ce que toi t'es un peu, alors c'est Livy qui aime dire ça,
il y a toujours deux versions. Il y a l'histoire que les femmes racontent, d'accord, et il y a l'histoire que les hommes ont vécue. Oui. Donc, est-ce qu'elle est similaire? Est-ce qu'elle est similaire, ton histoire, à celle de Magali? Elle est similaire sur certains détails. Sur certains détails, on sera peut-être pas d'accord. Mais sinon, elle est très similaire. Globalement, oui, je pense que non, ça s'accorde bien. Ouais. Voilà. C'est vrai que avant qu'on revienne, tu avais déjà essayé beaucoup de choses. Donc on avait fait des merch, on avait fait lancer un peu une marque. Ouais. On avait déjà des micro-influenceurs. Déjà à l'époque, c'était même pas la mode vraiment des influenceurs, mais on avait une équipe d'influenceurs qui promotionnait notre marque, tout ça. Ouais. Tu avais plusieurs sites, tu vendais des produits aussi, donc c'était la période un peu dropshipping. Ah ouais. Donc voilà, donc Stéphane, lui, il touche un peu à tout. Pas peur d'essayer. Ah non, alors là... Et ça, en fait, c'est très clivant par rapport à ce qu'on entend. Moi, je l'entends souvent. Parce que dans notre position de coach, etc., parce qu'on est aussi coach, on accompagne les gens à notre niveau, mais justement à gérer leur argent, et plus même pour les amener au niveau de l'indépendance financière. Et on a souvent cette idée, moi je vois ça en Guadeloupe, qu'on a un peu peur d'essayer. On se dit, ah oui, mais est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Il y a des choses peut-être que tu sais pas, tu vas perdre ton argent, tu vas... Et quand j'entends un peu votre histoire, Stéphane, toi, t'as pas eu peur. T'as ôté les barrières, t'as foncé. Ouais, j'ai ôté les barrières parce que j'avais une pression aussi. J'ai ôté les barrières quand j'ai arrêté mon taf. J'étais manager dans un quick et j'ai fait une rupture conventionnelle parce que j'en pouvais plus de ce travail, tu vois. Et après, j'avais 1 an, tu vois, t'as les allocs où il y a un truc pendant 1 an que tu touches. Et si genre t'as pas retrouvé une activité, que t'as pas fait quelque chose de sérieux, mais c'est coupé, t'as plus d'argent, tu vois. La pression. Donc t'as la pression. Donc je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordi et j'ai juste tapé business en ligne ou business, j'oublie ce que j'ai tapé, et j'ai trouvé plein de business, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais essayer ça. Donc j'ai essayé plusieurs business pour savoir est-ce que ça matchait avec moi, est-ce que je me sentais bien dans ça, est-ce que déjà l'entrepreneuriat c'est un truc que je connaissais pas à l'époque. Donc comment devenir entrepreneur, j'ai pas eu de parents, j'ai pas eu d'amis, j'ai eu personne pour m'apprendre à devenir entrepreneur. Donc je partais d'une page vraiment vide, de zéro, et je m'inspirais aussi beaucoup de Magali, tu vois, parce que Magali, elle avait déjà trouvé son truc, elle commençait déjà à avoir les automatismes d'un entrepreneur. Donc elle avait ses clients, elle gérait son planning, elle n'avait pas autant de clientes maintenant. Maintenant, je suis obligé de la partager avec ses clientes. Elle avait son stock, elle commandait ses produits, etc. Elle gérait ses marges, elle parlait déjà en mode chiffre d'affaires, bénéfices. Ah ouais. Donc pendant qu'elle était sur le terrain, moi je me formais. Okay. Donc je me formais à devenir l'entrepreneur et je lui donnais des tips et elle m'inspirait sur ce qu'elle faisait. Donc on s'entraidait aussi déjà sur ce point-là. Ok, moi j'entends qu'il y a quand même un échange de bons procédés là. Exact, il y a de la communication business, tu vois, qui est ancrée dans le couple là. C'est vrai que même si, bon, tu te dis, ouais, j'étais lancée, je m'étais trouvée et tout, mais c'est vrai que j'avais un peu peur quand même. Ah ouais? Ouais, j'avais peur et c'est vraiment Stéphane qui était la motivation. Non, mais vas-y, fais-le. C'est bien ce que tu fais, c'est lourd, continue. Ouais, mets ça sur les réseaux, va sur Instagram, va sur Facebook à l'époque. Cherche des clients comme ça, fais des pubs. Lui, tout de suite, en fait, le côté plus stratégique dans la création du business, c'était lui. Ça veut dire, c'est lui qui me disait, ouais, il y a un truc, maintenant, tu peux faire de la pub sur Facebook, fais ci, fais ça. Mets en place ton agenda en ligne. Donc c'est Stéphane, tu vois, cette partie-là c'était lui, c'est pas moi. Moi, j'allais continuer mes petits SMS. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se fait un peu des petites passes comme ça. Il y a des trucs où moi je comprends mieux sur l'administratif. Voilà, compter l'argent, tout ça. Ça c'est voilà. Donc là, ça sera plus des choses importantes comme ça. Je vais vraiment être à cheval dessus. Et lui, tout ce qui est stratégie, un peu plus business, un peu plus avec les êtres humains, tu vois. La sociabilisation. Voilà, la sociabilisation du business, tout ça. Là, ça va vraiment être son truc et il va me conseiller là-dessus, ouais. Ok. Et du coup, toi, tu as commencé directement en tant qu'entrepreneur ou tu as d'abord eu un emploi au départ et après, quand on était en France? Ah non, j'ai eu un emploi. J'ai eu un emploi, j'ai travaillé. En fait, j'étais assistante polyvalente dans l'administratif.
Ensuite, je suis plus passée dans le côté comptabilité, donc j'étais secrétaire de comptable. Voilà, c'est pour ça que t'aimais les chiffres. Voilà, dans un centre de formation en fait. Et donc j'ai fait ça pendant un bon moment. Et ensuite, en fait, je crois que c'est quand mon fils est né, ça me parlait. En fait, je savais que tôt ou tard, en fait, j'allais revenir sur ce côté esthétique. Ça, c'était sûr parce que c'est quelque chose que je fais depuis très jeune. Donc, je faisais déjà à côté pour mes cousines, des copines proches, même si je travaillais. Et après, lorsque mon fils est né, j'avais plus envie, en fait, de travailler. Voilà, comme ça. On a souvent ça, les mamans, une fois qu'il y a un fils ou une fille, un enfant, peu importe, le déclic, il faut que les choses changent. Il y a souvent un déclic. Nous, ça a été aussi l'enfant, voilà. Il y a eu un avant et après. Et puis après, on est un peu dans cette optique-là actuellement. On se voit plus travailler. Voilà, travailler pour quelqu'un. C'est pas pareil. Voilà. C'est vraiment pas pareil. C'est notre vie. C'est vrai que ce que je faisais dans la vie, c'est pas quelque chose qui me passionnait non plus. Hein, donc, mais quand tu as fait le choix de cette transition, tu as choisi de te former avant ou tu es parti plutôt en autodidacte? Il y a des gens qui deviennent très forts en autodidacte. Alors moi j'ai commencé vraiment en tant qu'autodidacte, mais ça c'était pendant mes études. Pendant mon année donc c'était ma deuxième année de licence, moi je voulais être assistante sociale à la base, voilà. Et lorsqu'il a fallu commencer à préparer mon mémoire, rencontrer des professionnels, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas le mental nécessaire pour faire ce métier-là. Donc à partir de là, je commençais déjà à lever le pied. Et là, je me suis formée en fait sur l'esthétique. Donc je me suis payé une formation, j'ai fait ma formation et j'ai commencé à faire ma main. Mais t'es en France, moi, mes parents, c'est pas des bourgeois, pas que je fais mon loyer, que je me débrouille en fait. Donc petit à petit, j'ai commencé à travailler, faire de l'intérim. Et en fait, c'est comme ça en fait que je suis tombée dans le secrétariat, l'administration, la compta. C'est comme ça en fait. D'accord, ok. Voilà. Un parcours un peu atypique, mais ça fait que voilà. Mais du coup, vous avez fait combien de temps en Hexagone? 11 ans. 11 ans, ouais. 11 ans, ouais. 11 ans. Ça a été long. Non, pour reprendre le terme, l'exil. L'exil. 11 ans d'exil, ouais. Ok. Et du coup, mais quelles ont été vos motivations pour pouvoir revenir en Guadeloupe? La vérité, le Covid. Ah ouais. En vrai, on avait prévu de rentrer en 2025. Ouais, c'était donc en 2020, on se disait, 2025, c'est bon. On commence à se préparer. Rentre et tout. Là, on commence à se préparer, on se donne 5 ans. On charbonne de ouf, on met de l'argent de côté. Et là, finalement, le Covid arrive, on est confiné. Alors, nous, on n'a eu aucun problème de confinement. C'était génial. Ils auraient pu nous confiner encore 4 mois. Je sais pas. Mais on s'est dit, mais là, c'est chaud. Tu vois, c'est quand même une information qui était... C'était lourd en fait. Étouffant, mais vous avez rappelé la musique qu'ils mettaient pour annoncer les trucs. Non. C'était trop stressant. Et on pensait à nos parents, parce que nous, nos parents, ils habitent ici. Et nous, on est loin de nos parents. On se dit, regarde comment les choses vont vite. À n'importe quel moment, tes parents, ils peuvent partir. Covid ou pas Covid. Hein. Mais je pense que ça nous a mis face à une certaine réalité. Et on s'est dit, non, on n'attend plus en fait. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, on a dit, on part. Et le 1er juillet, on était en Guadeloupe. Donc vous avez quand même fait un confinement en France. On a fait, le premier confinement, on l'a fait en France. Une décision accélérée. Notre premier confinement, c'était en Guadeloupe. Premier confinement. Quand il a dit, nous sommes en guerre, le lendemain, on a pris un billet d'avion, on est rentré. Il y a une histoire, c'est qu'on regarde, moi, j'étais totalement déconnecté. Parce que je savais qu'il y avait le Covid, mais on n'a jamais vécu ça. Une pandémie où tout le pays se ferme et tout. Mais c'est inimaginable quand ça arrive. Moi, je rentre à la maison. En plus, je me rappelle, j'étais encore gestionnaire de paye à l'époque. Je rentre à la maison. La journée était tendue. Il faut payer les gens. On n'a plus beaucoup de temps. J'allume la télé. Je vois le président. Et je suis habitué à voir un peu de la gestuelle, tout ça, la communication. Il dit, nous sommes en guerre. À partir de là, je ne l'écoutais plus. Je me suis dit, tic-tac, attention, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont prévues, il y a un mariage qui est en cours, c'était cette année-là où on se mariait. Il y avait des choses à payer, il fallait récupérer des costumes. On partait dans pas si longtemps.
partait 15 jours après. Ouais. Je me suis dit, en fait, et je venais de regarder les films de fin du monde, tout ça. Je me suis dit, attends, il faut être parmi les premiers. Je me suis dit, si vraiment il suit ce qu'il a dit, ça va être la merde. On va pas partir, on va se retrouver bloqué, on sait pas pour combien de temps. Donc, direct, j'étais sur l'application de l'avion, en fait, de la compagnie. Ouais. Et j'essaie de faire la modification. Et eux, on n'avait plus la main. Ouais, là, c'était mort. J'ai dit, c'est pas grave. Je prends ma carte. J'ai pris un autre billet. Et en première classe. Parce qu'il n'y avait plus de place en économie. Ça m'étonne pas. On a pris un autre billet. Et le lendemain, quand ils ont commencé à annoncer qu'ils fermaient et tout, j'ai été devant le magasin où j'ai acheté mon costume. Livy, elle a fait pareil, je me suis mis à taper. Vous m'ouvrez, je sais que vous êtes là. Je veux mon costume. Il n'y avait personne dans les rues, tu avais l'impression que tu étais dans un autre monde. Je suis resté 3 heures là-bas, 3 heures à taper. Ils ont accepté, ils ont fait les dernières retouches et je suis parti avec mon costume. Le lendemain, on a pris l'avion. Ah oui. Ah ouais, ok. Direct. Il a parlé le lundi, le mardi, on était dans l'avion. Et en fait, Et sachant que le mardi, il avait dit 15 heures. À partir de 15h, plus personne ne sort. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors que notre avion, c'était vers 16h, je sais pas quoi. On est parti depuis 7h du matin. C'est mieux. On est resté à attendre dans l'aéroport comme ça. On a dit non, là, on part. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et en plus, à ce moment-là, vous savez, au niveau, je sais pas si vous vous rappelez comment ça s'est passé. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Mais au niveau du boulot, moi, j'avais 0 télétravail. On était en paye. C'était flou en fait. Ouais, c'était flou. C'était hyper flou. J'ai même pas pris le temps d'informer mon employeur. Toi, t'es parti. Je repars. Comme un sauvage. Je suis parti et je lui ai dit, je suis en Guadeloupe. Tu fais comme tu veux. J'ai le matos, s'il faut bosser, je travaille à distance. Il n'y a pas de problème. T'as inventé ton télétravail. Mais je suis en Guadeloupe. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? T'es obligé. Et en fait, on a eu on a pris le bon choix, la bonne décision. Parce que maintenant, après ça, certes, on a attendu, mais c'était beaucoup plus doux, le confinement en Guadeloupe. Oui. Ah oui. Non, c'était pas pareil. Très, très doux. Et on a pu se marier tranquillement dès qu'ils nous ont un peu après. Ouais, dès qu'ils nous ont un peu déconfinés. Ouais. Mais le confinement, ça a fait vraiment un switch. Ouais, un switch. Dans notre tête, c'était plus pareil après. Ouais. Et donc après ça, vous êtes retourné? On est retourné. Parce qu'après là encore, on avait encore. On est en juin, je crois. Ouais, on est retourné en juin. On est resté encore jusqu'à 2000. Décembre. Ouais, on est revenu, mais je veux dire, on est resté en France vraiment jusqu'à l'année dernière. Ouais. Ok. Et là, c'est vraiment l'arrivée de notre fils qui, en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, bon, je me suis déjà bien battu, on s'est bien battu, on a investi. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Acheter un corps, ok, mais on l'a déjà vécu. Ouais. C'est pas vraiment ce à quoi on aspire. Je me suis dit non, là il faut qu'on rentre, sinon il n'y aura jamais de retour. Une bonne occasion. Il va grandir, il va avoir des amis, il va m'en vouloir. Clairement. Donc voilà, Ouais. switch. Donc ok, donc eux c'est le Covid. Le Covid a fait que vous êtes rentrés. Mais du coup, comment vous avez vécu la transition personnelle et professionnelle quand vous êtes À ce moment-là, c'est ce que vous arrivez, parce que c'est un challenge, hein, parce que, alors, on l'a compris, toi tu devais te réinventer, on va dire, au niveau de l'entrepreneuriat ici, et ben c'était aussi pareil pour toi, Magali. Ouais. Donc vous aviez des nouveaux clients. Voilà. Tout recommencer à zéro en fait. Mais je pense que, alors on a peut-être cette faculté d'être un peu, peut-être inconscient, je sais pas, un peu fou, parce qu'en fait, on n'a jamais vu ça comme étant quelque chose de difficile ou qui allait pas se faire. Ça veut dire que l'idée elle est claire, on retourne en Guadeloupe, donc forcément les choses vont se mettre en place. Donc même, l'anecdote c'est que même pour là où on allait vivre, on savait pas, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr, ça veut dire que déjà, on savait que c'était chez nos parents. Donc pas chez les parents de Stéphane parce que c'était trop petit. C'était juste chez mon père, chez ma mère. Chez mon père, tout était ok avant notre arrivée. Oui, viens, c'est chez toi, il y a de la place et tout. Et puis vous connaissez les problèmes familiaux, les tantes,
des ci, des ça qui sont pas d'accord, des trucs. Bon, vous connaissez déjà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, il s'avère que le plan numéro 1 est devenu un échec total. Ouais. Donc, finalement, on est resté chez ma mère. Mais vous l'avez su à quel moment? En arrivant ici? En arrivant. Ça veut dire que, alors, du coup, on s'était dit qu'on fait. Parce qu'il y avait 15 jours où tu devais rester vraiment. Ouais, enfermé dès que t'arrives. Et comme mon père, il a quand même des soucis un peu de santé, donc on s'est dit que bon, on va pas aller chez lui tout de suite pour éviter ça. Donc les 15 premiers jours, on va rester chez ma mère. Mais il s'avère qu'en fait, on est resté 1 an. Donc voilà. Comme on dit, à quand maman, c'est le côté. Voilà. Donc franchement, même ça, je pense que sur un point de vue perso, je pense que c'était ça le plus dur. C'était d'avoir quitté ton indépendance, ton autonomie et te retrouver chez ta mère, parce que ta mère, ça reste ta mère. Et même si elle va prendre sur elle pour pas contrôler ta vie, te donner son avis, tu n'es pas chez toi en fait. Ouais. On parle de maman, tu Voilà. c'est pas n'importe quelle maman. Mais ça, c'est franchement, on Moi, était j'y crois étonnés, pas. ça s'est super bien passé. Maman. Ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'on a nos automatismes, on a notre façon de vivre, et puis on a aussi 2 enfants, donc on se retrouve avec ma mère, ma soeur, Stéphane, Ouais. moi. Voilà, on est à Il 6. fallait gérer avec tout ce monde-là. Voilà, dans Même la si ça maison. s'est bien, Ça s'est bien passé, mais on avait envie Mais- aussi d'être chez nous. Mais t'as l'impression de gêner à des moments. Voilà, il y a Ou des moments. alors il y a même des trucs que t'oses pas faire parce que t'es pas chez toi en fait. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc, Non, c'est clair. Donc c'était peut-être ça le plus compliqué, mais c'est vrai qu'on s'est vite réadapté. Moi j'ai trouvé, alors je cherchais pas de travail, mais j'en ai trouvé. Dans mon domaine, c'est-à-dire qu'on arrive le premier, Ouais. je crois que le 10, on m'a déjà proposé du boulot en fait. Ah ouais. Donc j'ai commencé à travailler un peu, donc j'ai travaillé parce qu'on était en semi-confinement, pas confinement, c'était Ouais. un peu une période flou. très floue à Guadeloupe. Donc je faisais Saint-François à Bim tous les jours. Ouais. Ça s'est pas très bien passé, mais ça sera dans un autre chapitre. Mais en tout cas, tout de suite, j'ai trouvé en fait du travail. Donc Comme moi, j'ai trouvé. Et moi, Et ça, c'est pas bien passé. voilà. Je dirais ce qu'on trouve tout de suite ici. Ouais, c'est pas forcément Je vais pas généraliser. Ouais. Il y a un truc. Mais il faut faire les statistiques. Il faut faire les statistiques. Mais généralement. Et du coup, la transition après vers à ton compte, parce qu'aujourd'hui tu es 100% à ton compte. alors là, j'étais en freelance. Ouais. J'étais en freelance, donc c'est de la freelance. Je vais pas dire que c'est comme quand je suis chez moi, mais limite quoi. Ouais. Donc c'était une transition sans en être une quoi. C'est juste que j'allais travailler hors de chez moi, tu vois, pour changer, et que j'avais des comptes à rendre à quelqu'un. Ah. Voilà. C'est Ok. tout. C'est tout. Comme j'étais dans un institut qui m'appartenait pas, ben la façon de faire, les horaires, les clients, ce sont pas mes clients, tu vois. Donc j'ai une posture où j'ai plus de recul que quand ce sont mes clients, je peux Ouais. être plus moi quoi. Exact. Voilà. Ouais, c'est- Donc ça J'imagine. Ouais, c'est pas pareil. ouais. Et après, ben, j'ai travaillé là-bas combien de temps? 6 mois. Ouais, 6 mois. Un truc comme Moi, ça. je fais pas trop durer les trucs qui me plaisent pas. Donc voilà, j'ai tenu 6 mois. Après, il y a encore eu des phases de confinement, de gros confinement. Il y a eu, c'est le variant, je sais pas quoi. Ouais, il y a plein de variantes. Donc il y avait plein de trucs compliqués. Et comme ça se passait déjà pas bien, j'ai dit bon, c'est bon, allez, j'arrête ça. Et là, je me suis remise encore à mon compte, mais à domicile. Donc là, je faisais que du domicile et je cherchais mes petits clients comme ça, par les réseaux, le bouche à oreille. Et j'ai commencé à me créer mon petit réseau, comme ça. Ok. Et ensuite, on est revenu me chercher encore. Et ça, c'est vraiment mal passé. Donc, voilà. Ok. Et par rapport à tout ça, quelle opportunité vous avez pu identifier dès votre retour? Est-ce qu'il y en a eu une en particulier? Moi, je pense que en réalité, on néglige ça, mais il y a beaucoup de mains tendues, en fait. Ça veut dire que malgré le fait que les expériences que j'ai eues se soient mal passées, je vais pas dire que c'est mal, parce que je me dis, au final, c'était quand même une opportunité et les gens n'hésitent pas à faire appel à vous s'ils ont besoin de vous, en fait. Ouais. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a aussi le fait que l'île, elle est petite. Tout le monde se connaît et si tu fais du bon travail, Ouais. je pense que tu es très très facilement recommandé. Ça pour moi c'est je trouve que le bouche à oreille aux Antilles, Il marchait bien. ça marche très bien C'est vrai. et même trop bien. Et c'est pour ça que je me dis quand tu entreprends, vaut mieux être
très professionnel, très carré dans ce que tu fais parce que autant on peut te recommander parce que ton travail est bien, autant on peut vite aussi te descendre lorsque tu fais pas bien les choses. Donc, les gens ils sont très francs. Voilà. Donc, c'est clair. Mais du coup, alors on a Magali qui nous a bien expliqué, mais Stéphane, parce que bon, certains te connaissent, on sait. Mais si tu pourrais nous expliquer ton business que tu fais, comment, parce que tu es présent aussi sur les réseaux, tu connais beaucoup sur la scène des Antilles. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur tout ça? Je vais faire un retour, on va dire, on va commencer un peu loin, mais on va rapidement arriver au pays. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai pas de base, j'ai pas d'âme d'entrepreneur, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Si ce n'est que... non, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, en vrai. Et j'ai toujours voulu, on va dire, dans ma vie, j'ai toujours voulu être, on va dire, dans les sentiers, comment on dit ça, dans les sentiers battus, dans les trucs que les gens ils font pas. J'avais toujours des idées, ouais, on fait ça, mais j'avais pas, comme on dit, les couilles de me lancer, tu vois. À chaque fois, je voulais me lancer, mais il fallait quelqu'un. Hein, tes gros mots là. Moi, je suis franc. Je suis comme chez moi, comme à la maison. Je parle vrai. Donc, j'ai toujours voulu faire un truc, mais à part du salariat, parce que le salariat, j'avais déjà vu mes parents, les gens, ils me disent, bon, ça, c'est ce que tout le monde te montre. Mais ouais, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir la vie que des autres personnes ont, tu vois. Et mais après, je me suis jamais lancé. Et puis finalement, j'ai eu une opportunité, je crois que c'était en 2013, mais là je travaillais déjà à Carrefour, j'étais vendeur de fromage. Donc c'est quand on est arrivé au pays, j'ai trouvé du travail très rapide. Quand on est arrivé, pas au pays, quand on est arrivé en France, en 2009, j'ai eu beaucoup d'opportunités de travail. Donc j'ai posé mon CV, la SNCF, la Poste, Carrefour, plein de gens qui m'ont appelé. Finalement, j'ai choisi Carrefour, parce que bon, pour moi, c'était la sécurité, Carrefour, quand tu travailles là, tu as CDI, etc. Donc j'ai travaillé là. La paye allait, les conditions, beaucoup moins. Donc vendeur de fromage, ça pue, il fait froid, etc. Donc ça m'a saoulé un peu, mais il fallait avoir une paye. Ensuite, j'ai trouvé une opportunité, le MLM. Donc on a fait du marketing de réseau. Et dans ce truc-là, je me suis senti à la fois bien, mais à la fois pas bien. Bien parce qu'il y avait le côté entrepreneuriat, développement personnel. Donc c'était un univers que je découvrais et que je me disais, waouh, en fait c'est ça que je veux faire. Et il y avait un côté, entre guillemets, mauvais, où il fallait justement un peu, pas mentir, mais un peu camoufler certaines vérités, faire des gens entrer dans... enjoliver les choses pour que les gens te rejoignent, etc. Bref, ça c'était le côté... Je tiens à préciser, Magali a dit mentir. Oui. Elle a raison, sur ce point-là, elle a raison. Donc ça a duré un certain temps. Donc après, quand on est sorti de cette expérience, je me suis dit, mais comment avoir le bon côté sans le mauvais côté? Donc c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis en quête de... Je veux entreprendre, mais que de la bonne manière, où j'ai, entre guillemets, un peu appris dans le MLM. Donc, mais il fallait quand même trouver un travail quand ça s'est fini. Donc j'ai été manager dans un Quick. Ça aussi, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 2 ans. Ouais, 1 an et demi, un truc comme ça. Ensuite, rupture conventionnelle. Et c'est là que j'ai décidé de, justement, j'allais entreprendre, j'allais trouver un business qui match avec moi. Et là, j'ai commencé à faire plein de petits business. Donc petit business. Je me suis lancé dans plein de trucs. Et quand ça ne matchait pas ou que ça allait pas avec moi, mais j'ai arrêté. Mais entre-temps, j'apprenais toujours quelque chose. Donc j'ai été coach sportif, j'ai réparé des téléphones, j'ai fait du dropshipping, j'ai fait du e-commerce, vente de formation, j'ai fait de l'affiliation. Je crois qu'en 3 ans avant de partir en Guadeloupe en 2020, ben, j'ai enchaîné plein de business. Je crois que tous les 2 mois ou 3 mois, ben, je commençais un nouveau business. Magali, tu vivais ça comment? Parce que là, je vois qu'il sourit. Non, je soufflais. Je soufflais. Elle disait, encore une nouvelle idée. Ouais, clairement. Est-ce que tu te disais, parce que moi, j'ai dans mon entourage, j'ai des gens qui me disent ça, tu présentes toujours les idées comme c'est le truc qui va fonctionner. Le truc, c'est ton Une idée. tu y crois. Oui. Et moi, je leur dis, C'est mais toujours ça. vous savez, moi, j'y crois vraiment. Hein, et, le jour... Heureusement. Ah oui. Ouais. Et je leur dis ben, si ça perce,
vous pourrez dire que j'y ai toujours cru. Ce sera vrai. Non, mais il y croit à chaque fois. Hein. Non, moi j'y crois à chaque fois. Mais je pense que même business au pays, ça a commencé comme ça en fait. Ouais, clairement. Ça veut dire qu'une fois, je vois un compte qui m'ajoute et tout. Je dis, c'est toi ça, business au pays? Il me dit, oui, c'est moi. Je dis, mais déjà, t'es même pas au pays. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on n'était pas encore parti. On n'était pas parti. Ouais. Il me dit, ouais, et tout. Le business au pays a commencé et vous étiez pas au pays. Non. Business au pays a commencé 1 mois avant qu'on parte en fait. Oh my god. Non, mais là, en réalité, ça revient à ce qu'on apprend aussi aux gens, c'est la vision. Ah, il avait la vision. Et je lui dis, ouais, tu vas faire quoi avec ça? Il me dit, ouais, et tout, pour l'instant, je vais check des entrepreneurs qui réussissent et tout. Et il me dit, ouais, mais c'est à cause de toi et tout. L'autre fois, je t'ai demandé un entrepreneur antillais. Et puis, on a réfléchi, on a trouvé personne. Il me dit, ouais, c'est qui ton entrepreneur, un entrepreneur qui t'inspire? Et je réfléchis, j'arrive pas à trouver. Et après, il me dit, ouais, c'est facile, on sort des Elon Musk, des Jeff Bezos, des Steve Jobs. Mais chez nous, en fait, on a du mal à avoir le déclic et trouver. Il me dit, donc pour l'instant, je vais commencer comme ça, je vais essayer de trouver les gens, leur demander, avoir leur témoignage pour qu'ils nous parlent de leur business et pour qu'on puisse inspirer aussi. Et ça commence comme ça. Et au début, je lui dis, ah, ok. Ok, vas-y. Ok. C'est intéressant. C'est comme ça, j'attends de voir. Et quand je vois que vraiment là, tu es à fond et je sens que ça t'anime, bien sûr que je vais te soutenir à 2000%. Mais, ok. C'est important ça. Au début, c'était ok, ouais. Très ok. Mais moi, je savais pas que ça avait commencé en France. Waouh. Ouais, ça commence avant qu'on part. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des obstacles au démarrage Ou est-ce que ça a été fluide, ça a démarré, c'était directement à des milliers d'abonnés et puis c'était une croissance exponentielle? Ça a été vite, hein. Ça a commencé doucement quand j'ai commencé, etc., les premiers trucs. Et ensuite, ça a accéléré. Ça a accéléré. Quand on est arrivé ici, ça a accéléré un peu. Et ensuite, quand on a commencé à être partagé par des gros comptes comme Safia, comme HD, etc., ça a pris. Ensuite, j'ai enchaîné des lives. Je sais que j'ai fait un live qui était super long. Et ça m'a donné plus de croissance. Ça, c'était ton anniversaire, je vois. Ouais. C'était en août. Ouais. Il avait un live du matin jusqu'à 16h. Ouais. Ah ouais. Super long. Un live hyper long. Mais tu racontais quoi? Et je faisais remonter des gens. Ouais, en fait, c'est intéressant que toi tu dis ça, mais quand tu étais avec Mavic, tout ça, tu pourrais pas le temps passer. Hein? Ouais. Moi, oui. Moi, oui. Parce que, en fait, quand tu invites des gens, il y a toujours une autre énergie, un autre sujet qui démarre et tout. Et même ceux qui suivent, en fait, ce que tu entends là maintenant, dans 2 heures, c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, donc ça te donne une session riche. De fou. Donc les lives, ça nous a donné une bonne croissance. Et ensuite, les publications, chaque publication, c'était un truc en plus, des abonnés en plus. Donc on a atteint les 10 000 abonnés avant la fin d'année, en fait. Ça a été vite. Hein. Ah ouais, en moins d'un an. En moins d'un an, ouais. On a eu les 10 cas peut-être en décembre de la même année, on avait beaucoup. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce que vous partagez, c'est que c'était même pas calculé. Non. Donc, et c'est ce qu'on dit à chaque fois en fait. Le succès de business au pays, c'est qu'en fait, c'est pas nous, c'est les autres. Et la vision, c'était ça. C'est pas nous qu'on vous met en avant, on n'a pas cette notion d'être créateur de contenu, influenceur, tu vois. C'est les autres en fait. Maintenant, les gens, ils voient beaucoup les idées business. Mais ils ne se rappellent pas en fait qu'au début, ce n'est pas les idées business qu'on donnait, on mettait en avant les entrepreneurs locaux. Et c'est pour ça que ça a marché, parce que tout le monde se disait, ah ouais, je ne connais pas ça, ah c'est lui qui a ci, qui a ça. On voulait aussi casser ce côté entrepreneuriat un peu caché, où les gens ne veulent pas se montrer, par exemple que c'est eux. On voulait vraiment rentrer dans un autre chemin au final. On va du coup continuer sur cette lancée-là. S'il fallait devenir des entrepreneurs inspirants antillais, j'aimerais bien avoir 3 noms. Pour ceux qui nous inspirent. Antillais qui vivent au pays. Oui. Ah, tu vois là déjà, parce que c'est très carré dans ta tête. Ouais. Parce qu'il y en a ailleurs, il y en a pas mal ailleurs. Mais on va faire qui vit au pays et ailleurs. Comme ça, tout le monde sera content. Ouais. Donc qui vivent au pays, t'en donnes un? Moi déjà, j'aurais dit Fabien Lubus. Moi, je trouve que pour moi, ouais. Ensuite, les frères René. Les frères René, ouais. Et le 3e,
troisième personne. Moi, je dirais Jimmy et Midori, Ismaël de chez Atom. Okay. On ne les connaît pas assez. On ne les connaît pas assez, mais en fait, comme c'est des gens plus de notre génération aussi, et on voit le travail qu'ils accomplissent maintenant, et on connaît aussi maintenant un peu leur vision, je pense que c'est pour ça que, pour moi... Bon, ben, je profite direct, il faut que je la place. Dites-nous en commentaire si vous voulez les connaître. Voilà, il faut nous dire, sinon on ne peut pas savoir. Effectivement, pour les avoir connus samedi dernier, ouais, ils ont une histoire très très inspirante. Très touchante et très inspirante, surtout quand tu es antillais. On a, moi je trouve ce souci de ne pas s'autoriser à arriver grand, à voir petit, à ne pas oser. Et eux, on a toujours resté dans la case fonctionnariat. On n'a rien contre les fonctionnaires. Hein. Non, mais voilà. Et eux, dès le départ, ils avaient la vision de l'entrepreneuriat et ça, c'est beau. Ou même quand on discute avec les gens, moi je retrouve souvent, je ne sais pas si c'est lié avec l'esclavage et comment on a grandi, nos arrière-parents, bon bref, voilà. Mais je trouve on voit toujours un petit côté, oui, mais on est malheureux, on était malheureux, oui, était. Les chaînes ont été brisées pour les briser jusqu'au bout. Voilà, aujourd'hui... Je rejoins totalement ce que tu dis. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est que j'ai l'impression qu'on veut tout le temps être dans des pensées un peu limitantes. Et on a peur aussi de briller. On ne s'autorise pas de rêver grand, de voir grand, d'avoir des goûts de luxe. C'est vrai que c'est mal en fait. Ah oui. Voilà, si par exemple tu es un entrepreneur, tu gagnes de l'argent, tu as envie de chill, tu as envie de kiffer, grosse voiture, les gens vont te dire ouais, tu te prends pour qui, tu vois. Exactement. Mais en fait, non, c'est ok de. J'ai travaillé pour. Mais j'ai le droit aussi de récolter, tu vois. Et il y a aussi, j'en discutais avec Livy hier soir, moi je trouve qu'on a tendance, ici, je ressens ça beaucoup, on a toujours tendance à dire quelqu'un qui a de l'argent de même, il doit donner à quelqu'un qui est plus pauvre. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il doit, non, pas de il peut. Voilà, oui. Mais quand on discute, c'est-à-dire, alors je remets dans le contexte, on entend souvent, oui, mais les problèmes financiers qu'il y a, etc., on va dire, voilà, Guadeloupe, la vie est chère et tout. Oui, mais c'est aussi parce que au niveau de l'État, l'argent, on n'aide pas, etc. Moi, je dis, écoutez, de mon point de vue, si je gagne de l'argent suffisamment pour être considéré comme quelqu'un de très riche, pourquoi j'aurais l'obligation d'en donner à quelqu'un qui est pauvre, entre guillemets. Qui ne fait pas d'effort. Alors, je pourrais le faire, mais ce n'est pas une obligation. Parce que pour moi, si je donne de l'argent à quelqu'un qui n'est pas préparé pour ça, il va le fumer. Oui, ça sert à rien. Ça rentre dans de la politique, c'est-à-dire je donne de l'argent au final juste pour qu'on puisse dire ah mais en fait il est bien lui, tu vois, il a de l'argent, il donne aux autres. Mais si tu veux vraiment régler le problème c'est pas de donner l'argent, c'est de comprendre comment aller le gagner. Et comment quand tu le gagnes, comment tu vas faire en fait en sorte de le faire fructifier. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est ce que nous, c'est pour ça qu'on a créé, on va dire, Inspire, c'est un plus de business au pays. C'est pour ça qu'on l'a créé, parce qu'on a compris que, comme tu as dit, donner de l'argent à quelqu'un, déjà, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, tu n'apportes rien réellement à la personne. Mais lui donner de la connaissance et lui permettre de se connecter avec des gens qui ont déjà réussi chez nous, ça pour moi c'est une grande richesse. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris à quel point c'est riche, on va dire, de pouvoir juste échanger avec Fabienne Nuyu, 2 heures d'échange avec Fabienne Nuyu. Ce que ça peut te donner, c'est incroyable, c'est plus que de l'argent, tu vois. Il faut que les gens prennent conscience que le savoir de cette femme, l'expérience, tout ce qu'elle a déjà traversé, etc., c'est une mine d'or. Et comme je dis tout le temps, c'est un raccourci pour toi qui veux devenir entrepreneur ou qui veut réussir, tu vois. Pas des minutes, elle va dire ok. Elle va peut-être pas te donner toutes les clés pour entreprendre dans n'importe quel domaine, mais en tout cas dans le domaine de tout ce qui est boulangerie, trucs glacés, etc. Là, elle connaît, elle maîtrise. Tu veux monter un glacier, tu veux créer une boulangerie, Fabienne Nuyu, 2 heures, masterclass. Rien pour dire, on est passé à Pointe-à-Pitre il y a quelques jours et tout. On était, je crois, avec mes copains, ils me disaient, qu'est-ce qui se passe ici?
c'est Fabien Minute. C'est normal. Et en fait, c'est effectivement, en matière d'entrepreneuriat, je trouve que ça va, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Non. Et en fait, c'est pas, si on n'apprend pas à l'école, c'est pas parce qu'on va te donner de l'argent que tu vas l'apprendre. Par contre, quand tu peux connecter avec ce genre de personnes, c'est les game changers. Ouais, clairement. Et moi, Business au pays, aujourd'hui, c'est un véritable game changer pour moi personnellement. Parce que toutes les personnes que je rencontre, que j'ai en podcast ou en masterclass, etc., tout ce qu'on fait, c'est déjà rien que dans le podcast, dans la masterclass, j'apprends énormément. Mais en off, mais quand on discute, on échange, rien qu'avec Lionel, Walter, des gens comme Tony Jazz, toutes les personnes que j'ai rencontrées, Admiralty dernièrement, mais c'était pour moi des bouffées d'air pur, tu vois, en matière d'entrepreneuriat, en matière de connaissances. Tu apprends à connaître les gens, mais les gens te donnent des tips et des astuces que tu n'aurais jamais eu si tu t'étais pas connecté avec eux, tu vois. Je dis pas que demain, je peux accompagner un artiste dans la musique, mais je peux accompagner un artiste dans la musique. Dans le côté marketing et communication. Après, tout ce qui est chant, etc. Il y aura des gens. Et du coup, en termes d'entrepreneurs inspirants, tu es par rapport à ce que Magali nous a déjà partagé, est-ce que toi, tu aurais déjà peut-être une personne ou deux encore où elle a fait le tour des gens qui vraiment sont inspirants pour toi, les plus inspirants en Guadeloupe? Les plus inspirants en Guadeloupe, pour moi, parce que je les connais, on va dire, je peux en donner quelques-uns. Il y a Lionel. Lionel, toi. Lionel Laurando, pour moi, c'est juste l'inspiration de ouf. Ouais. On se connecte tout le temps, quand on parle, c'est des masterclass à chaque fois. Il y a Walter, Élite Écologie. C'est un gars avec qui je parle pas beaucoup, mais dans quelques temps, bien sûr, parce que lui, il a un mindset de ouf. Il fait des trucs incroyables. Après, il y a Joris Gali. Donc, il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais c'est lui qui a fait les Saint-Jude et Papa Rubio. Et il a une expérience de ouf. Donc, on a échangé avec lui. C'est vraiment un entrepreneur à connaître. Et si je dois donner, après, il y en a plein d'autres. Il y a Ginon du Cabana Beach. Franchement, un truc de ouf aussi. C'est, on dirait Chris, Pedro Piernacas, David Combène. On va finir par chanter la chanson, mais lui aussi. Au-delà de l'artiste, mais c'est un véritable aussi entrepreneur. Donc, il a monté Step Out. Il a des business aussi à côté. Donc, rien qu'échanger avec ce genre de personnes, ça permet d'en savoir plus et de voir aussi l'envers du décor et de comprendre aussi le mindset de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut et comment il faut être. On va dire, être un entrepreneur, c'est devenir aussi quelqu'un qui est capable de surmonter des défis, de lancer des projets, de gérer de l'humain, de gérer des finances, d'avoir une vision. Donc, c'est tout un ensemble. Pour moi, c'est un lifestyle. On va dire, devenir entrepreneur, c'est pas juste ouais, j'ai une entreprise, je suis entrepreneur. Ok. Et s'il fallait revenir sur 3 personnes antillaises qui vous inspirent, mais qui vivent à l'extérieur, ce serait qui? À l'extérieur. 3 entrepreneurs antillais qui vivent à l'extérieur. Moi, j'aime bien Cédric Anissette. On entend un peu moins maintenant, mais c'est un entrepreneur qui a très bien réussi. Ah, il a percé. Que ce soit dans le milieu entrepreneurial, mais aussi c'est l'un des premiers pour moi antillais qui a su utiliser les réseaux sociaux pour son business, tu vois. Donc moi, il m'inspire beaucoup de ce côté-là. Et toi? Je sais pas. Là, comme ça me vient pas. La personne? J'aurais dit de ce que je dis. Ah, Kelly Massol. Kelly Massol, parce que je trouve qu'elle a vraiment explosé le plafond de verre en termes de business, quoi. Ok. C'est très bien. Je tiens à m'excuser, vous avez vu, je suis malade. On est malade. Je dirais pas à cause de qui. On va rester. Ok. Et on aimerait savoir, est-ce que vous avez une anecdote, un fait marquant qui a marqué vos débuts en Guadeloupe? Un fait marquant qui a marqué nos débuts. Petite anecdote. Un fait marquant. Qu'est-ce qui nous a marqué? Moi, le fait marquant, le truc qui m'a marqué, c'est que
à un moment, là où on habite maintenant, on est rentré dans la maison, on nous a dit, bon voilà, il y a une maison, c'est pour vous et tout, géré. On est rentré dans la maison et là on s'est dit, waouh, comment on va faire pour habiter là, tu vois. Parce que là, puis les pièces, elles sont cheloues, donc je veux pas jeter la pierre aux maçons, aux entrepreneurs. Mais des fois, je comprends pas comment ils construisent les maisons, tu vois. Donc nous, on a été obligés de se mettre dans la peau d'un architecte. Donc c'est plus Magali qui a géré ça, tu vois. Gérer les plans, créer une cuisine à partir d'une salle de bain, des délires, tu vois. Donc ça, c'est très joli maintenant. On revient de loin. Ouais, très loin. La cuisine, elle était à l'extérieur de la maison. On va dire, il fallait... Moi, je t'ai dit, d'antan, ça. Là, voilà. Ouais. Donc ça a fait marquant. Donc on est devenu plombier, carreleur, charpentier, on a fait tous les métiers. Il faut vraiment devenir débrouillard quand... De fou. Ouais. De fou. Juste électricien, j'ai pas trop tenté, tu vois. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'est un fait marquant, le fait on va dire, de construire sa maison. Pour moi, ça a été... ça a duré quand même... Ça a duré combien de temps? 6 mois? Non, 1 an. Hein. 1 an. Ouais, 1 an avant que ce soit vraiment comme on voulait, quoi. Ouais. On aurait pu rentrer dans la maison avant, mais c'était pas encore assez abouti, donc Il y a de la poussière. on a pris le temps de bien faire les choses, quoi. Ah oui. Qu'est-ce qu'il nous Ah attend? oui. Bon, on va se préparer. J'espère pour vous que vous n'aurez pas une maison à rénover. Parce que, un conseil, mettez de l'argent de côté et prenez des gens. Mais c'est parce qu'on a voulu faire beaucoup de choses seuls Ouais, aussi. on a voulu faire seul aussi. Ouais. Moi, fait marquant, moi je pense que, alors c'est pas du tout ni le côté business, c'est plutôt le côté famille. C'est genre le premier repas de famille qu'on a fait, c'était un 1er janvier, donc après notre arrivée. Et il y avait tous mes oncles, mes tantes et mes enfants. Et en fait, c'était la première fois pour beaucoup, en fait, parce qu'on revenait pas souvent. Donc pour beaucoup, c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient mes enfants. Ah, ouais. Donc du coup, ça c'est un truc qui m'avait marqué. Il y avait mon grand-père. Donc ouais, je pense que ça c'est un truc qui m'avait marqué. C'est des petits trucs, mais juste le fait de voir mes enfants avec ma mère, avec nos parents, tout ça, c'est des petites choses où ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, moi, ça revient au bricolage aussi. C'était la première fois que je bricolais avec mon père, tu vois. Wow. C'est lui qui m'a, entre guillemets, T'as initié à la maçonnerie, etc. On a fait des trucs ensemble qui étaient bons, c'était qui étaient bancals, mais bon. Ouais, effectivement. Mais après, c'est les intentions qui comptent. Hein. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. C'est pas évident. Hein. Moi, j'ai fait un peu de bricolage. Les débuts, et maçonner, c'est pas mon truc. Ah, j'ai essayé. J'ai fait un mur, il est en fait... il avait l'air droit. On a mis les trucs, c'était bien. Et quand on a reculé pour voir un peu l'aspect et tout, j'ai vu que le mur il était arrondi. Et pour rattraper, en fait, on a comblé. Ouais. On a mis des étais et tout, on a comblé, on a remis du béton et on a eu une partie, en tout cas, il y a forcément sur un mur épais comme ça. T'as un endroit, même si c'est de travers, tu peux avoir une ligne droite, quoi. Ouais. On s'en est sorti comme ça, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Vaut mieux faire appel à des maçons. Clairement. Mais sinon, on est obligé d'être débrouillard en Guadeloupe. Sinon. Mais il y a beaucoup de mains tendues. Oui, ça ouais. Tu peux trouver, bon après le résultat, on sait pas. Mais tu peux trouver, lorsque tu demandes de l'aide, tu trouves quand même des gens pour t'aider, je trouve. Ça, on l'a vécu. C'est ça. Très bien. Donc en tout cas, oui, au travers de cette première partie, on a pu apprendre pas mal de choses sur vous, sur l'essence même de Business au pays. Moi, je ne savais pas du tout et je suis agréablement surprise. Et aussi sur Magali. Hein? Oui. Donc c'est quoi le nom de ta page? Alors, Mademoiselle M. Nile. Sur les réseaux. Sur les réseaux. On va l'écrire de toute façon dans la description. Voilà. Et bon, Business au pays. On va citer dans la description, bien sûr. Bon, je ne vais pas vous apprendre à l'écrire. Et sachant que Stéphane, vous l'avez entendu, il a dit qu'il est prêt à partager Magali avec des clientes, donc n'hésitez pas. Voilà. C'est pas tout le monde qui dira ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, on a été ravis de vous avoir avec nous sur cette première partie. Et puis voilà, là on va... What next? Moi je dirais à la suite. On va aller à la suite pour pouvoir essayer de comprendre les stratégies qui fonctionnent. Quelques tips, voilà. Ouais. Sachant que entre nous, franchement, il faut le dire, vous en avez déjà eu.
D'accord, moi j'ai entendu des choses, j'étais là. Voilà. Donc on va aller un peu plus loin, on va vous donner vraiment des choses. On parlera aussi de réseaux sociaux, de la vision de l'avenir. Donc voilà, donc on vous attend dans le prochain épisode pour pouvoir parler de ces sujets palpitants. Exact, et donc abonnez-vous, mettez la petite cloche, voilà, c'est très important, voilà, qui permet de recevoir des notifs quand on met des vidéos, et on se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Tchuss.